Bonsoir, 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 bonsoir. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce que vous me recevez? Oui, docteur, nous vous recevons. D'accord. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Brenda. Désolé pour l'attente de longue haleine. On va d'emblée commencer avec la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est la première séance. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la pédiatrie. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la surveillance clinique d'un enfant hospitalisé. J'inviterai tout le monde, tous ceux qui sont là, à couper leur micro dès que le docteur Ngambono Sandrine, qui est une résidente de deuxième année de pédiatrie, aura pris la peine de partager son écran. Donc, à partir de ce moment-là, je vous demanderai d'être extrêmement attentif pour pouvoir suivre et ne rater aucun détail de ce qui sera dit. Il y aura une présentation théorico-pratique et puis vous aurez droit à des cas cliniques que vous allez traiter ensemble. Donc, voilà comment ce sera articulé. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Dr Ngambono de partager son écran et de débuter la séance. Donc, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, docteur. Nous vous écoutons. Et d'accord. Donc, je suis docteur Ngambono, je suis résidente en pédiatrie. Et comme prévu ce soir, nous avons planifié de parler de la surveillance clinique d'un enfant hospitalisé. Donc, pour parler de la surveillance clinique d'un patient hospitalisé, nous allons suivre un plan bien établi, bien sûr. Donc, nous allons aborder les généralités, c'est-à-dire nous allons définir ce que c'est que la surveillance. Nous allons parler de l'intérêt de surveiller un enfant hospitalisé. Nous allons classer les paramètres de surveillance en question. Ensuite, ces paramètres, nous allons les détailler, c'est-à-dire les paramètres vitaux, les paramètres anthropométriques. Nous allons parler des symptômes du patient à l'admission parce qu'il est important de les surveiller, justement. Nous allons parler des effets du traitement. Ensuite, nous verrons quelques exemples pratiques. Donc, en guise de définition, qu'est-ce que surveiller en fait? Surveiller, c'est le fait de veiller particulièrement sur quelque chose dont on a la responsabilité. Ça, c'est ce que le Laos médical dit. En réalité, la surveillance, c'est observer avec attention, c'est examiner, c'est contrôler. Donc, quand on dit surveiller, c'est veiller particulièrement à ce dont on a la responsabilité. C'est pour cela qu'on surveille les patients hospitalisés, parce qu'on a la responsabilité des patients hospitalisés. Et quel est l'intérêt donc de surveiller les patients hospitalisés? L'intérêt, c'est d'atteindre des objectifs de traitement, parce que le but, après tout, c'est de traiter le patient. Donc, c'est la raison pour laquelle la surveillance fait partie intégrante de la prise en charge d'un patient. Parce qu'au cours de la surveillance, nous verrons l'évolution d'un état pathologique, les effets voulus ou indésirables du traitement. On pourra également dépister les erreurs lors de la prise en charge et même on peut réviser le diagnostic au bout de quelques jours. En termes de surveillance, comme on l'a dit, on a établi un diagnostic, on a arrêté un diagnostic. Maintenant, on établit un plan de soins. Et après, il faut surveiller. Parce qu'après tout, on soigne une quelconque maladie, et on a un terrain, on a un âge. C'est tous ces facteurs-là, en réalité, qui sont importants à tenir compte. Pardon. Comme classification, ce qu'on vous propose comme plan, c'est de surveiller les paramètres vitaux et les paramètres anthropométriques du patient hospitalisé. C'est de surveiller les symptômes et signes du patient à l'admission. C'est de surveiller les effets du traitement et ensuite les complications possibles. OK. Donc, comme classification, comme j'ai dit, on a les paramètres vitaux d'un côté, on a les paramètres anthropométriques d'un autre côté. Quand on parle de paramètres vitaux, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. C'est la température du patient, la fréquence cardiaque, le pouls, la fréquence respiratoire, la pression artérielle, la diurèse, la saturation en oxygène. Et en termes de paramètres anthropométriques que malheureusement on omet souvent, c'est le poids, la taille, le périmètre brachial, le périmètre crânien et l'indice de masse corporelle. Ensuite, parlant des symptômes et signes à l'admission, c'est ce qui a amené le patient à consulter et c'est ce qu'on a retrouvé à l'admission du patient qu'il faudra également évaluer au cours de l'hospitalisation. Et ensuite, on verra les effets du traitement, les effets secondaires des médicaments, les effets toxiques des médicaments. Parlant des paramètres, du moins le premier paramètre étant la température. La température, en fait, c'est quoi? C'est juste le degré de chaleur de l'organisme. La température normale, comme tout le monde le sait, est entre 37,5 et 37,8 le soir. Ça, c'est la température centrale, c'est-à-dire la température des organes profonds. Chez le nouveau-né, le seuil est un peu plus bas, entre 36,5 et 37,5, quel que soit l'âge chronologique du patient.
Et quand on parle de fièvre, c'est l'augmentation du degré de température corporelle. Donc, c'est une modification du point d'équilibre au niveau du centre de thermorégulation qui est l'hypothalamus. L'évaluation de la température se fait bien sûr avec un thermomètre. Il y en a plusieurs formes. Ces derniers temps, tout le monde a eu la possibilité d'expérimenter le thermoflash, c'est-à-dire le thermomètre infrarouge avec la pandémie qui est venue. On a à côté le thermomètre électronique également qui est très pratique. Maintenant, il y a le thermomètre en mercure qu'on utilise aussi chez nous, mais qui en réalité n'est plus vraiment recommandé. Mais s'il faut savoir quelque chose, c'est que l'évaluation de la température se fait avec le thermomètre. L'intérêt de surveiller la température, c'est quoi? C'est surveiller les états infectieux. Parce qu'en général, la température, on l'a dans les états infectieux. Mais également, surveiller les états inflammatoires non infectieux. Parce que si on prend en charge un patient pour un problème, qu'il soit infectieux ou pas, on s'attend à ce qu'il y ait une disparition de la fièvre au bout d'un certain temps. Dans les infections, en général, c'est au bout de 48 heures. Et dans les états inflammatoires, en fonction du traitement qui a été mis en route, on s'attend également à ce que la fièvre régresse au bout de 24-48 heures avec un maximum de 72 heures. Également, il faut apprécier la qualité de la régulation thermique, surtout chez les nouveau-nés qui ne régulent pas encore vraiment leur température à cause de l'immaturité du centre de thermorégulation et beaucoup d'autres paramètres. Donc, il est important de tracer une courbe de température. La courbe de température va nous permettre de savoir d'où on quitte et où on va en réalité, comment évolue notre patient. À côté de la température, bien sûr, on a la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de contractions, le nombre de battements cardiaques par minute. La fréquence cardiaque varie également beaucoup avec l'âge. Chez les plus petits, on a une fréquence cardiaque très élevée, entre 95 et 160 battements par minute. Alors que chez les plus grands, la fréquence cardiaque s'approche de celle des adultes, donc entre 60 et 100 battements par minute. L'intérêt de surveiller la fréquence cardiaque, c'est quoi? C'est la surveillance globale de l'état hémodynamique. Si on a un patient qui a une anémie, plus l'anémie, mieux l'anémie est tolérée, moins on a une fréquence cardiaque augmentée, par exemple. C'est la surveillance des états tels qu'une insuffisance cardiaque ou des pertes liquidiennes. Donc, la fréquence cardiaque peut être augmentée et peut être abaissée. En fonction de la pathologie, on pourra savoir si notre patient tolère ou ne tolère plus ce pourquoi il est venu, ou bien ce pourquoi il est hospitalisé. Également, il faut surveiller les effets indésirables de beaucoup de médicaments. Les bêta-2 mimétiques sont beaucoup utilisés dans les crises aiguës d'asthme, c'est-à-dire la ventoline, le salbutamol. Très souvent, il y a à l'origine des effets tels qu'une tachycardie. Donc, il est important de surveiller la fréquence cardiaque de ce genre de patient. La fréquence cardiaque va un peu avec le pouls. C'est-à-dire, le pouls, c'est quoi? C'est plus la pression, c'est l'onde qui est générée par le sang au niveau du ventricule gauche dans par le ventricule gauche, pardon, dans la aorte et se transmet au réseau artériel périphérique. Mais ce qui est important de savoir, c'est que oui, le pouls est souvent comparé à la fréquence cardiaque, mais n'est pas la fréquence cardiaque parce que le pouls, lui, reflète l'activité cardiaque, mais surtout la perméabilité circulatoire. C'est pour cela que lorsqu'on évalue le pouls, il faut évaluer déjà sa fréquence. Si elle est égale à la fréquence cardiaque, tant mieux. Le rythme, est-ce qu'il est régulier? Est-ce qu'il est filant? Est-ce qu'il est bondissant? Est-ce qu'on le perçoit même en réalité? Et en général, le pouls s'évalue tel que vous voyez sur l'image à base de l'index et du majeur sur un trajet artériel. Là, sur l'image, c'est juste le pouls radial. Mais ça peut se faire au niveau de plusieurs trajets artériels. Et comme on disait, les valeurs, les normes sont identiques à celles de la fréquence cardiaque. Maintenant, la variation va se faire au niveau de l'activité périphérique, de la perméabilité circulatoire en réalité et en fonction de l'état du patient. Comme autre paramètre, on a la pression artérielle. La pression artérielle, il faut savoir, c'est un paramètre qui malheureusement est assez négligé, mais il est tout aussi important que les autres, ce n'est même très important. Parce qu'il faut savoir, la pression artérielle est systématique après l'âge de 3 ans. Elle varie selon l'âge, selon le sexe et selon la taille. C'est la raison pour laquelle il y a des grilles adaptées de pression artérielle en fonction de ces paramètres que je viens de citer. La mesure doit se faire sur un enfant détendu. En général, on va vous dire que le brassard doit occuper 2/3 de la hauteur du bras du patient. Mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'un brassard trop petit va donner des valeurs assez grandes et un brassard trop grand pourra donner des valeurs petites. La pression artérielle, on peut la prendre non seulement en début. Donc, la pression artérielle, on va la prendre en début
Mais il est important de la prendre également en fin de consultation. Pourquoi? Parce qu'on se dit en début de consultation, oui, le patient n'est pas encore forcément compliant. Le patient, il a encore cette peur, surtout que c'est un enfant. Et dès lors qu'on l'a mis en confiance, dès lors qu'il se rend compte qu'on ne va pas lui faire de mal, à la fin, on peut également prendre sa pression artérielle cette fois pour comparer déjà la première et se rassurer qu'au début, si elle était élevée, ce n'était pas l'effet de la blouse blanche. Maintenant, les valeurs normales varient entre 50 et 80, entre le 50e et le 90e percentile pour l'âge, la taille et le sexe. Lorsqu'on est inférieur au 50e percentile, c'est une hypotension. Lorsqu'on est supérieur au 90e percentile, la pression artérielle est élevée. Et maintenant, il faut juste la classer. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, docteur. OK. Donc, parlant de la pression artérielle, comme je dis, c'est un paramètre qui est particulièrement important. C'est la raison pour laquelle, parmi le kit de suivi, parmi le kit du personnel médical, il faut avoir des brassards de pression artérielle pédiatrique. Parce qu'il y a des brassards adaptés pour l'âge. Il y a des brassards adaptés pour l'âge. Donc, comme je vous disais, le brassard doit couvrir les 2/3 de la hauteur du bras ou bien 40 à 60% de la hauteur du bras et doit vraiment être adapté à l'enfant pour limiter certaines erreurs. Et comme je parlais justement des valeurs entre le 50e et le 90e percentile pour avoir une pression artérielle normale, par exemple, sur ce tableau qui s'affiche, dès que la pression est inférieure au 90e percentile, je vais mettre ça là. OK, dès que la pression est inférieure au 90e percentile, du moins entre le 50e et le 90e percentile, on a une pression artérielle normale. OK. Lorsqu'elle est élevée, entre le 90e et le 95e percentile, pardon, elle est élevée. Maintenant, on a une hypertension grade 1 quand elle est supérieure au 95e percentile et ensuite grade 2 supérieure au 95e percentile plus 12. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que lorsque la pression artérielle est supérieure au 90e percentile, elle est déjà élevée. Donc là, il faut la classer. Maintenant, ceci est valable pour les enfants de 1 à 13 ans. Parce qu'à partir de 13 ans, il est un peu considéré comme adulte. Ça veut dire que dès que sa pression artérielle est déjà inférieure, la normale est inférieure à 120 sur 80, un peu comme l'adulte. OK. Elle est élevée lorsqu'on est à plus de 120, mais jusqu'à 129. Et lorsqu'on arrive à 130, déjà, on a une hypertension grade 1. Mais aussitôt qu'on a 140, on a déjà une hypertension grade 2. Donc, il faut garder en tête que la pression artérielle, c'est un élément comme les autres, un paramètre comme les autres. Autre chose, c'est que les indications de la pression artérielle après l'âge de 3 ans, c'est vraiment obligatoire. Mais avant l'âge de 3 ans, il faut savoir que tout patient qui va très mal, on doit avoir sa pression artérielle. Tout patient qui a des antécédents, par exemple, de prématurité ou de petits poids de naissance, une malformation cardiaque ou des infections urinaires à répétition, ce sont des patients en réalité qui doivent tous avoir une pression artérielle. Mais il est important de garder que aussitôt que l'enfant a moins de 3 ans et qu'il va mal, on doit prendre sa pression artérielle. Et parlant des grilles, comme je le disais tout à l'heure, la pression varie en fonction de l'âge, en fonction du sexe et en fonction de la taille. C'est la raison pour laquelle quand on vous amène un enfant, oui, c'est un garçon, oui, il a 3 ans, l'un des paramètres importants à prendre, c'est sa taille. Parce que lorsqu'on aura sa taille, si vous regardez sur votre écran à gauche, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, lorsqu'on aura sa taille, et avec son âge, on pourra le classer. C'est-à-dire, on pourra classer son percentile de taille en fonction de son âge. Si on prend par exemple un enfant qui a 3 ans, si vous regardez la courbe à gauche, on prend un enfant qui a 3 ans et il a par exemple 90 cm en termes de taille. Donc, si vous essayez de croiser sur la grille, c'est-à-dire de 3 ans, âge 3 ans et taille 90 cm, vous allez tomber un peu sur la ligne bleue là. Et la ligne bleue va vous mettre au 50e percentile. Ça veut dire que la taille pour âge de cet enfant a une taille pour âge qui est au 50e percentile. Maintenant, vous venez dans la grille des pressions artérielles. Vous repérez son âge, parce que là, c'est juste un exemple. La grille est bien plus grande que celle-ci. Vous repérez son âge. Là, il a 3 ans. Vous avez vu que son percentile de taille, il est au 50e percentile. Donc, vous repérez le 50e percentile au niveau de la pression artérielle systolique. Et le 50e percentile, on vous a dit la pression artérielle normale est entre le 50e et le 90e percentile. Ça veut dire que la pression artérielle systolique de votre patient doit varier entre 93 et 106 mm de mercure. Si c'est moins de 93 mm de mercure, notre patient est en hypotension. Si
Si c'est plus de 106 mm de mercure, notre patient a une pression artérielle élevée qu'il faudra classer. Et vous faites la même chose pour la diastolique. Donc, ceci pour attirer juste votre attention sur le fait que la pression artérielle de l'enfant est un paramètre comme tous les autres, mais s'interprète non seulement en fonction déjà du sexe, en fonction de l'âge et en fonction de la taille. Il faut avoir des grilles pour pouvoir projeter d'abord la taille pour âge, le classer au niveau de son percentile et aller maintenant dans le tableau et identifier à quel niveau il se trouve, voir les valeurs bonnes, les valeurs inférieures et supérieures qu'il ne doit pas dépasser. Auquel cas, s'il dépasse, soit il a une hypotension, s'il est en dessous, soit il a une hypotension, soit s'il est au-dessus, soit il a une hypertension. J'espère que ça a été un peu fluide de ce côté-là. À côté donc de la pression artérielle, on a la fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire, c'est un paramètre qu'on prend très souvent, presque toujours. C'est un paramètre facile à prendre. Ça veut dire que c'est un paramètre qu'on prend à l'inspection. Parce que c'est juste le nombre de cycles respiratoires du patient, le nombre d'inspirations en réalité du patient qui se fait juste à l'inspection. Ce qui est recommandé, en fait, c'est de le faire de manière discrète sans que le patient ne voit. Parce que quand vous avez affaire à un petit bébé, aussitôt que vous allez vous approcher de lui, il va pleurer. Donc, étant à distance de votre patient, ayant l'air désintéressé, vous pouvez déjà compter sa fréquence respiratoire en comptant le nombre de fois où se soulève la cage thoracique ou bien l'abdomen. Si c'est un plus grand, vous allez vous approcher de lui, mais la discrétion est toujours importante parce qu'il y en a qui varient volontairement leur fréquence respiratoire. Donc, il s'agit juste de la compter sur 60 secondes. C'est l'idéal chez les plus petits parce que le rythme chez les nouveau-nés et les nourrissons, parce que le rythme varie beaucoup à cause d'une alternance de décélération et accélération. Maintenant, aussitôt qu'on a une variation du rythme, ça veut dire que ce soit diminué ou bien que ce soit accéléré, on a ce qu'on appelle un syndrome de détresse respiratoire qui sera bien sûr associé à d'autres signes. Et comme tout paramètre vital, la surveillance de ce paramètre renvoie à surveiller l'état hémodynamique du patient. Si votre patient a une affection pulmonaire, par exemple, s'il a entré, il était très polypnéique, aussitôt que la polypnée, l'infection va progressivement s'amender, c'est aussi comme ça que sa fréquence respiratoire va diminuer. Du moins, tout ça va aller ensemble. Si vous avez un patient qui a une anémie, aussitôt qu'il ne va plus compenser son anémie, sa fréquence cardiaque va augmenter. Si vous avez un patient qui est très algique, sa fréquence cardiaque respiratoire aura tendance à augmenter. Donc, c'est un paramètre également à surveiller comme tous les autres. Maintenant, chez les enfants, il y a des normes. Ces normes, c'est ce que vous voyez ici. Chez les nouveau-nés, c'est plutôt entre 35 et 60. Et c'est une fréquence qui va diminuer au fur et à mesure que l'enfant va grandir parce que l'organisme en réalité va maturer. Donc, il est important de savoir que chez le nouveau-né, la fréquence, qu'il ait 60 cycles, il n'est pas polypnéique, il a une fréquence respiratoire normale. Autre paramètre, c'est la saturation pulsée en oxygène. La saturation, en réalité, c'est le reflet de la saturation de l'hémoglobine au niveau, de la saturation en oxygène de l'hémoglobine au niveau périphérique, au niveau des capillaires sanguins, en fait. Vous allez voir le saturomètre, je pense que beaucoup ont déjà vu ce que c'est qu'un saturomètre, qui émet des lumières, une lumière rouge, en fait. C'est la capacité à fixer cette lumière rouge, en réalité. Cette lumière rouge est fixée en fonction du degré de saturation du sang en oxygène, ou bien du moins de l'hémoglobine en oxygène. Lorsque l'hémoglobine est très saturée en oxygène, on a des valeurs normales. Et lorsque l'hémoglobine n'est pas assez saturée en oxygène, on a des valeurs basses. C'est la raison pour laquelle, si vous avez un patient qui a une anémie, par exemple, il aura une faible saturation, juste parce que son hémoglobine n'en a pas suffisamment d'hémoglobine. Du coup, l'oxygène, il n'y en aura pas suffisamment. Donc, il aura tendance à avoir une saturation faible. Donc, le problème chez lui ne sera pas... le problème chez lui ne sera pas l'oxygène, mais le problème chez lui sera l'hémoglobine. Pareil pour les patients qui ont une infection pulmonaire, par exemple. Lorsqu'il y a atteinte au niveau alvéolaire, c'est-à-dire la surface d'échange gazeuse étant réduite, l'oxygène qui va être transporté à travers l'organisme également va diminuer. Donc là, à ce niveau, ce n'est plus l'hémoglobine le problème, mais c'est l'oxygène le problème. Donc, il est important de savoir que la saturation est un paramètre comme les autres. La valeur normale en général est supérieure à 95% à l'air ambiant. Et c'est un examen non invasif, bien sûr, ou du moins qui se fait juste à l'aide d'un oxymètre de pouls, qui est portable, qui est facile à utiliser.
et qui est un outil diagnostique et de surveillance des états hypoxiques, qu'ils soient aigus ou chroniques. Et également, quand vous avez un patient que vous allez mettre sous oxygène, pour évaluer l'efficacité de l'oxygénothérapie, en dehors de l'état général du patient qui devra avoir changé, sa fréquence respiratoire qui devra avoir changé, il y a également la saturation parce que vous lui apportez de l'oxygène. Et parfois, dans certaines situations, comme une pneumonie, c'est l'oxygène le problème. Donc, pour évaluer l'efficacité de l'oxygénothérapie, vous allez surveiller la saturation de votre patient. Maintenant, il y a des limites. Les limites, c'est quoi? Si vous avez un patient qui a un bas débit sanguin, par exemple, vous avez un patient qui a une hypotension artérielle, la perfusion périphérique ne sera plus adéquate. Vous aurez une saturation basse, pas parce que l'oxygène n'est pas suffisamment capté par l'hémoglobine, mais juste parce qu'il y a une vasoconstriction périphérique, juste parce qu'il y a un bas débit sanguin. Donc, c'est un peu ça la limite, juste parce que peut-être votre patient a une hypothermie, par exemple, vous aurez une saturation pas adéquate qui ne reflète pas vraiment la saturation en oxygène en réalité. Donc, comme exemple, comme je parlais de saturomètre, je pense que tout le monde en a déjà vu. Hein. Celui qui est à droite, c'est celui qui se balade un peu partout. Maintenant, chez les nouveau-nés, on a très souvent des saturomètres comme celui qui est à gauche là, qu'on va relier à un scope. Et cette partie qui est censée entrer au niveau du doigt là-bas, chez eux, c'est plus une espèce de caoutchouc, une espèce de petite membrane qu'on met autour du doigt qui va émettre cette lumière infrarouge dont on parlait tout à l'heure, cette lumière rouge dont on parlait tout à l'heure, qui va nous délivrer les valeurs qu'on attend. Autre paramètre hémodynamique, autre paramètre, c'est la diurèse, pas des moindres bien sûr, parce que la diurèse, c'est la quantité d'urine émise, c'est le reflet en réalité du bien-être rénal, c'est le reflet de la filtration glomérulaire. Donc, c'est un paramètre qui doit toujours être pris. Il reflète beaucoup l'état général d'un patient. Il reflète beaucoup l'état d'un patient qui a des problèmes de volémie, si je vais dire ça ainsi. Donc, mais il faut toujours confronter la diurèse au bilan hydrique. Je m'explique. Si vous avez un patient à qui vous administrez, vous êtes censé administrer 3000 cc ou 4 litres de liquide par jour, par exemple. Vous lui administrez juste 500 cc. Et il va émettre comme urine 300 cc. Quand vous revenez le lendemain, il aura émis 300 cc en 24 heures. Mais en réalité, il n'a pas un problème. C'est l'administration, c'est les apports qui n'ont pas été suffisants en réalité. Donc, avant de dire qu'un patient a émis moins de 500 cc, avant de dire qu'un patient a une anurie, il faut se rassurer que le bilan hydrique a été adéquat. Et les valeurs normales chez les nouveau-nés, c'est de 1 à 3 cc kg par heure, parce que c'est des enfants qui ne concentrent pas suffisamment les urines. Donc, ils ont tendance à beaucoup pisser. Chez les plus grands, on est à 0,5 à 2 cc kg par heure. Et l'aspect des urines est connu. Ça doit être jaune ou clair ou limpide. L'intérêt de la diurèse, c'est de surveiller la perfusion d'urine, comme je disais tout à l'heure. Parce que si vous hydratez un patient, il faut que ce que vous mettiez, que ça sorte. Si vous avez un patient qui a une hémorragie, son volume global, son volume sanguin va diminuer. Donc, il faut s'attendre à ce que les reins en souffrent. Donc, il est important de surveiller l'hydratation, la diurèse de votre patient parce que dès qu'il y a une diminution de la perfusion rénale, votre patient aura, lui, une oligoanurie et ensuite, il y aura une ischémie. Donc, votre patient pourra souffrir d'une lésion rénale aiguë plus tard. Maintenant, chez les patients qui ont un diabète, c'est-à-dire qui ont une osmolarité assez élevée, ils ont tendance à émettre beaucoup d'urine. Mais là, c'est un contexte de diurèse plutôt osmotique. Et également, beaucoup de médicaments sont toxiques. Les plus connus, ce sont les aminosides. Et le plus populaire de tous, ou du moins le plus néphrotoxique de tous, c'est la gentamicine. C'est important de connaître, d'évaluer la diurèse du patient parce que, en fonction des médicaments qu'on va lui administrer, on va se rassurer que ces médicaments également ne sont pas néphrotoxiques, du moins n'altèrent pas sa fonction rénale. Il y a d'autres substances en dehors des médicaments connus, comme une hémoglobinurie, comme une myoglobinurie, lors de certaines pathologies, par exemple, qui ont une toxicité directe sur le rein. Et il faut savoir qu'on parle d'anurie lorsque la diurèse est inférieure à 0,3 cc kg par heure pendant 24 heures. Ou lorsqu'on a une anurie pendant 12 heures. Mais en réalité, il est important de savoir qu'il ne faut pas attendre que cela se produise. Aussitôt que vous avez des signes de diminution de la perfusion rénale, il est important
d'agir pour ne pas atteindre un processus irréversible. Donc, ça, c'était de manière globale les paramètres cliniques de ce qu'il faut surveiller chez un patient. À côté des paramètres cliniques, il y a les paramètres anthropométriques, comme on l'a si bien dit, parce que les paramètres anthropométriques, en fait, évaluent l'état nutritionnel du patient. Et c'est important d'évaluer cet état parce que quand on admet un patient pour une pathologie, même si elle n'est pas forcément nutritionnelle, il est souvent remarqué que c'est des patients qui sortent avec des problèmes nutritionnels, étant entrés pour un autre problème. Donc, il est important de suivre de manière journalière certains paramètres anthropométriques pour pouvoir rapidement agir. Et parmi ces paramètres, c'est le poids. Le poids, en termes de paramètres, la première raison pour laquelle il faut d'abord l'avoir lorsqu'on admet le patient, c'est que tous les médicaments s'administrent en unité par kilo de poids. Ça veut dire quoi? La ceftriaxone s'administre à 50, je ne sais pas, ou 100 mg kilo. La tesonate, c'est 2,4 mg kilo. Donc, tout c'est en unité kilo de poids. Voilà la raison, la première raison pour laquelle, en fait, il faut peser les enfants en pédiatrie. Sinon, on ne peut pas lui administrer le traitement. Et autre chose, le poids nous permet d'évaluer l'état nutritionnel du patient. Et le poids ne s'utilise pas seul, il s'utilise avec la taille. Donc, lorsqu'on a le poids, on pourra prendre la taille du patient, on pourra évaluer rapidement son état nutritionnel. C'est un paramètre facilement modifiable. Aussitôt que vous traitez votre patient, ou bien aussitôt qu'il y a une complication, vous avez un patient qui a des œdèmes, son poids augmente. Vous avez un patient qu'on est en train de réhabiliter sur le poids nutritionnel, son poids augmente. Vous avez un patient qui est en train de brûler des graisses, par exemple, lorsqu'on traite un obèse, son poids diminue. Donc, le poids, en réalité, doit se faire de manière, la prise de poids doit se faire de manière journalière. Également, si vous avez un patient que vous traitez, vous le mettez sous diurétique, il va pisser, il va perdre du poids, ou bien il est sous corticoïde, il va prendre du poids. Donc, il est important, en réalité, d'avoir le poids de votre patient. Et le poids se prend avec quoi? Avec un pèse-personne. Chez les plus bébés, les plus petits, les bébés, c'est une balance électronique. Chez les plus grands, c'est juste une simple balance, mais qu'il y a des normes qu'il faut respecter. Parce que l'OMS a recommandé, lui, une balance qui doit être solide et résistante. L'idéal, c'est une balance électronique avec une capacité d'environ 150 kg, qui doit être dotée d'une fonction TAR. La fonction TAR, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque ton patient vient avec, sa maman vient avec lui, il est tout petit. Lorsqu'il vient, il est tout petit, donc sa maman ne peut pas, c'est-à-dire il n'arrive pas à se détacher de sa maman, vous n'arrivez pas à prendre son poids. Vous faites monter la maman sur la balance. On a le poids de la maman. Maintenant, vous appuyez sur la fonction TAR sans que la maman ne descende de la balance. Là, on revient à 0. Et elle prend son bébé, elle le calme. Et le poids que va afficher votre balance maintenant, c'est le poids du bébé. Donc, ça, c'est ce qui est recommandé par l'OMS. C'est vrai qu'en pratique, ce n'est pas toujours ça, mais ça, c'est l'idéal. Ça évite les soustractions qui multiplient, qui augmentent le risque de se tromper, par exemple, d'erreur. Et ça met la maman et l'enfant même en confiance. Et lorsque vous avez pris le poids d'un patient au début, lorsque vous faites la prise pondérale, lorsque vous faites l'évaluation pondérale, lorsque vous le pesez de manière régulière, le lendemain, le surlendemain, ça doit être avec le même appareil pour pouvoir mieux se prononcer. Le deuxième paramètre anthropométrique, c'est la taille. La taille évalue la croissance staturale de l'enfant, en fait. C'est comment grandit votre enfant. Et la taille est obligatoire, comme on l'a dit précédemment, pour interpréter la pression artérielle du patient. La taille reflète beaucoup de choses. C'est le reflet de l'état nutritionnel du patient. Oui, c'est le reflet de l'activité hormonale, que ce soit la growth hormone, la T3, T4 et autres. Également, lorsqu'on a des maladies chroniques, très souvent la taille est atteinte. Pourquoi? Parce que le métabolisme est dévié vers les pathologies. Donc, c'est un patient qui, avec le temps, va finir par être petit de taille. Et lorsque la taille est supérieure à 2 dérivations standard, inférieure à moins 2, elle est pathologique. Et la taille des segments est également importante. Donc, il faut confronter la taille au profil familial et au point de départ. Ça veut dire que si vous avez un enfant que vous trouvez qui a 6 ans et vous le trouvez un peu petit, ou disons un enfant qui a un nourrisson qui a 2 ans, vous le trouvez petit, toujours pensez à regarder son père, à regarder sa mère, à regarder ses frères. Dessiner son arbre généalogique avant de commencer à dire que votre enfant a un problème peut-être nutritionnel. Donc, je ne sais pas si on se comprend un peu. Comment donc prendre la taille? La taille doit se prendre couché ou debout. Couché, généralement, c'est ce qu'on appelle la longueur. C'est chez les enfants de moins de 2 ans. Et debout,
c'est chez les enfants de plus de 2 ans, il peut déjà se tenir debout, donc on va prendre sa taille. Et le matériel utilisé, c'est quoi? C'est un stadiomètre. Ce n'est pas le mètre ruban, c'est un appareil préconçu sur lequel on va mesurer la taille. Et chez les plus petits, ça s'appelle juste l'infantomètre. Donc, voici quelques exemples un peu, ce qu'on appelle une toise, mais c'est la même chose, une toise horizontale, une toise verticale. Ce que je peux faire ici comme remarque, c'est que lorsque vous prenez la taille d'un patient debout, bien sûr, ses pieds, il est en position verticale, donc les pieds sont au sol, c'est clair. Maintenant, lorsque vous le faites coucher, la partie qui était au niveau où il mettait les pieds lorsqu'il était debout, vous inversez. C'est là où il va mettre la tête plutôt. Donc, c'est au niveau de la partie fixée qu'il va mettre la tête et au niveau de la partie mobile que vous mettrez ses pieds. Et comme je l'ai dit, la taille va s'interpréter. On a des courbes que l'OMS recommande pour interpréter les paramètres comme le poids pour taille pour évaluer l'état nutritionnel du patient. Donc, parmi ces courbes, c'est juste c'est un exemple. Il y en a plusieurs. Donc, vous avez un enfant qui a un certain poids, qui a une certaine taille, vous projetez sur les courbes de l'OMS. Et en fonction du résultat que vous aurez, vous pourrez dire, bon, votre enfant est à moins 3Z score, il est inférieur à moins 3Z score. Et à ce moment-là, donc, oui, vous pourrez conclure. Donc, la taille ne s'interprète pas tout seul. Et chacun, il est important que chacun ait ce diagramme, en fait. Ces courbes-là, c'est comme un petit package que vous avez qui vous permet plus facilement de travailler. Donc, chacun doit avoir ses courbes. Maintenant, quand on a le poids, on a la taille, on peut facilement évaluer l'indice de masse corporelle du patient. Parce que c'est l'indice de poids sain qui prédit beaucoup le risque de morbidité et de mortalité. Avant, on le prenait à plus de 5 ans. Maintenant, on s'est rendu compte qu'on sous-estime tellement l'obésité chez l'enfant que l'OMS a ramené cet indice à 2 ans. Donc, à partir de 2 ans, on peut calculer l'indice de masse corporelle. Et il y a des cours, justement, d'indice de masse corporelle pour âge. Et aussitôt que vous avez calculé, la formule, c'est le poids en mètres sur le poids en kilos et sur la taille en mètres, 2 fois la taille en mètres, vous projetez sur les courbes de l'OMS. OK. Donc, autre paramètre, c'est le périmètre brachial. C'est ce qu'on appelle le MUAC, ou Middle Upper Arm Circumference. C'est-à-dire la moitié du bras. C'est ce que signifie périmètre brachial. Donc, vous prenez le bras de l'enfant, vous prenez à équidistance entre son épaule et son cou. La moitié du bras, c'est à ce niveau que vous allez prendre dans son périmètre brachial. Et l'idéal est que le bras soit complètement tendu. OK. Et avant, c'était un outil qui était juste utilisé pour le dépistage. Et encore dans les zones reculées, même, c'est ce qui est fait. On prend le périmètre brachial d'un patient lorsque on a des valeurs limites, c'est-à-dire 115 par exemple, ou moins de 115 mm. On le refait vers le centre pour compléter certaines informations et savoir si notre enfant est complètement malnutri ou pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le périmètre brachial à lui seul suffit pour poser le diagnostic de malnutrition aiguë, qu'elle soit modérée ou sévère chez un patient. Mais il faut garder à l'esprit que c'est un paramètre qui se prend entre 6 mois et 5 ans. Donc voilà un exemple on va dire ça comment, de mètre ruban, qui n'est pas vraiment un mètre ruban, qui est utilisé pour le périmètre brachial. Vous allez voir la valeur en rouge, je veux dire que c'est déjà le danger. Inférieur à 115 mm, oui. Là, on est déjà en zone de malnutrition sévère. La valeur intervalle, que ce soit l'orange ou rouge, là, on est encore à attention. Il faut faire attention à notre enfant en train d'aller dans la zone rouge. Et la zone verte, c'est une zone normale. Donc, comme on prend le périmètre brachial, c'est également comme ça qu'on va prendre le périmètre crânien. OK. Elle essaie de faire. Vous m'écoutez? Oui, docteur. OK. Oui, docteur. L'autre paramètre, c'est le périmètre crânien. Le périmètre crânien doit être mesuré à chaque consultation, en fait, jusqu'à l'âge de 36 mois. Parce qu'on se dit qu'à 36 mois, le périmètre crânien qu'a déjà l'enfant ne sera pas trop différent de ce qu'il aura quand il sera grand, en fait. Et maintenant, il faut savoir si la prise est adéquate, s'il prend en moyenne 1 cm par mois jusqu'à l'âge de 1 an. Et si la prise est adéquate, en fait, maintenant, la mesure doit se faire juste au-dessus des sourcils, en fait, jusqu'au vertex pour avoir le plus grand diamètre, le plus grand périmètre. Et ce paramètre permet justement d'apprécier la croissance cérébrale. Lorsqu'on a, par exemple, un patient qui a certains antécédents, comme des antécédents d'atteinte cérébrale, que ce soit énergique, que ce soit un abcès,
Ça permet également d'évaluer les complications. Comment évolue le parenchyme cérébral de notre patient? Est-ce qu'il a une microcéphalie? Est-ce qu'il a une microcéphalie? C'est des questions comme ça qu'il faut se poser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on apprécie le périmètre crânien chez notre patient. Donc, après avoir vu les paramètres cliniques et les paramètres anthropométriques, il est important de savoir quels sont les symptômes et les signes que le patient présentait à l'admission. Ça veut dire quoi? Quelles sont les plaintes du parent? Et quand vous avez examiné votre patient, qu'est-ce que vous avez trouvé? Et là, c'est ce que on appelle souvent l'enquête systémique. Ce que vous avez retrouvé au niveau de l'enquête systémique, donc système nerveux, qu'est-ce qu'on a trouvé, au système cardiovasculaire, qu'est-ce qu'on a trouvé, au système respiratoire, qu'est-ce qu'on a trouvé, et ainsi de suite. Parce que c'est des paramètres qu'on va évaluer avec le temps. Si un parent est venu avec une certaine plainte, on s'attend à ce qu'au bout du 2e ou 3e du traitement, que ça ait disparu. Si on a trouvé à l'entrée un signe physique particulier, on s'attend à ce que ce signe ait disparu au bout d'un certain temps. Et également, dans le suivi, il faut toujours évaluer les effets indésirables des médicaments. Les plus connus, bien, ceux qui sont très souvent manipulés en pédiatrie, comme la quinine, qui entraîne des grosses hémolyses. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle même on déconseille un peu cette administration, comme ça se fait souvent dans les quartiers, parce que l'intention sera bonne au début, j'administre la quinine pour traiter mon patient qui a le paludisme, et après, il fait une très grosse hémolyse, et avec l'aspect des urines qui change, l'hémoglobine qui est éliminée de manière abondante va être toxique pour ses reins, et c'est un patient qui va vous faire une grosse fièvre bileuse hémoglobinurie. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Les bêta-2 mimétiques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le salbutamol qui donne très souvent des grosses tachycardies aux patients, la gentamicine qui est l'aminoside le plus néphrotoxique, l'atropine qui donne des fièvres, les diurétiques en fait qui vont déshydrater votre patient. Donc les effets indésirables du patient sont à considérer. Bon, maintenant, ayant vu tout cela, on va aborder quelques cas pratiques. Comment ça se fait de manière pratique, de manière habituelle. Donc, si on prend le cas pratique numéro 1 par exemple, supposons, vous-même imaginez, essayez de réfléchir de manière rapide si vous auriez fait pareil, par exemple. Donc, imaginez, vous admettez un patient de 3 ans que la maman amène parce qu'il fait de la fièvre à 39,5. Il a une anorexie, il a une asthénie depuis 3 jours, pardon. Il ne doit pas se moustiquer. Lorsqu'on l'examine, on a son état général qui est très altéré. Il a un gros syndrome inflammatoire et réponse systémique. Il a une fièvre à 39, une fréquence cardiaque à 122 battements par minute, une fréquence respiratoire à 36 par minute. Il pèse 10 kg. Vous avez un syndrome d'anémie hémolytique, ça veut dire il est pâle, il a une nictère, il est splénomégalie, AKET2, il a des urines Coca-Cola. Quand vous admettez un patient comme ça, vous finissez l'examiner, le premier diagnostic qui vous vient en tête, c'est qu'il a un paludisme grave. Donc, considérons que notre patient a un paludisme grave. Avec le critère de gravité ici, c'est les urines Coca-Cola, c'est l'ictère. On initie un traitement à base d'artesunate, on fait une hyperhydratation et des antipyrétiques. Que doit-on suivre chez ce patient selon vous? On a parlé d'une certaine classification, c'est-à-dire on suivait les paramètres vitaux, on suivait les paramètres anthropométriques, on suivait les symptômes à l'admission, on suivait l'effet du traitement. En ce qui concerne les paramètres vitaux, notre patient arrivé faisait 39,5. On l'a mis sous artesune. Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait une apyrexie au bout de 48 heures. Quand notre patient est arrivé, il était tachycarde. Il était à 122 battements par minute en termes de fréquence cardiaque, n'est-ce pas? Et on s'attend à ce que la fréquence cardiaque se normalise avec la pyrexie, pardon. Et même s'il a une anémie qui est certainement due à son hémolyse, avec une anémie due à son hémolyse, tant que l'anémie est tolérante, on s'attend à ce que sa fréquence cardiaque se normalise. Et maintenant, comme on fait une hyperhydratation, on se dit la durée sera bonne. Donc, on évalue un peu, on fait le bilan hydrique, comme je vous disais tout à l'heure, on évalue, est-ce qu'on lui a apporté suffisamment, est-ce qu'il en émet suffisamment, est-ce que la couleur s'améliore, parce qu'au début, on a dit qu'il a des urines Coca-Cola pour préserver son rein, en fait. Et les symptômes à l'admission, c'était quoi? C'était l'ictère, du moins les signes physiques, c'était l'ictère, c'était les urines Coca-Cola. Et on s'attend forcément à ce qu'avec le traitement, au bout d'un certain temps, que ces symptômes-là aient disparu. Autre chose, dans les effets du traitement, comme je disais tout à l'heure, si on hyperhydrate le patient, les urines seront claires. Mais attention, lorsqu'on hydrate le patient, on peut vouloir lui faire du bien, mais on finit par lui faire du mal. Ça veut dire attention à la surcharge. Donc, il faut évaluer sa pression artérielle, il faut évaluer sa fréquence
cardiaque également. Et même cliniquement, il faut voir est-ce que mon patient a des signes de surcharge clinique, des œdèmes au niveau du visage, des membres, de l'abdomen, des choses comme ça. Maintenant, il faut savoir que l'artesunate est un médicament assez bien toléré. On peut avoir rarement des troubles digestifs ou un étourdissement, mais très souvent, c'est un médicament assez bien toléré. Et lorsque vous suivez votre patient comme ça, au bout de 48 heures, vous êtes en mesure de dire « Mon patient va mieux, je fais peut-être un relais oral » et il s'en va. Donc ça, c'était pour le premier cas. Le deuxième cas de figure, si on se dit, on a un nourrisson de 18 mois de sexe masculin qu'on amène pour fièvre et diarrhée depuis 4 jours. À la maison, il a reçu un traitement antipaludéen à bonne dose. Lorsqu'on l'admet, le nourrisson, il est prostré. Il a 38,5 de température, il a une fréquence cardiaque à 128 battements par minute, il a une fréquence respiratoire à 28 cycles par minute. Sa pression artérielle est à 70 sur 40 mm de mercure. Donc, sa pression artérielle est inférieure au 50e percentile et il est en poids filant. Il a un poids de 12 kg, une taille de 80 cm. Lorsqu'on projette son état nutritionnel, il est bon. Ce qu'on remarque, c'est que notre patient a une hypotension artérielle et il est en poids filant. En fait, notre patient a des signes de choc. Donc, la diarrhée pour laquelle on l'a amené, l'a probablement mis en choc hypovolémique. Donc, on le retient, on le garde pour une gastro-entérite fébrile avec choc hypovolémique. Qu'est-ce qu'on fait? On corrige son choc avec un bolus de sérum salé ou de Ringer. Ensuite, on fait son plan de réhydratation qui commence par le plan C. En fonction de son évolution, on va voir qu'est-ce qu'on va suivre chez notre patient. On a parlé des paramètres vitaux. Lorsque le patient est arrivé, il avait une hypotension. Donc, il faut suivre sa pression artérielle lorsqu'on le remplit. Il faut suivre la disparition des signes de choc, en fait. Est-ce que la pression artérielle se normalise? Est-ce que le pouls n'est plus aussi filant ou bien devient normal? La fréquence cardiaque pour se rassurer. Tout ça, c'est pour se rassurer que le remplissage est efficace. Le poids également, parce qu'un enfant déshydraté, du moins, qui a au moins une déshydratation sévère au point d'être en état de choc, a perdu au moins 10% de son poids. Donc, lorsqu'on va le remplir, on va s'attendre à ce que, après avoir fait le remplissage, que le poids est augmenté. Donc, il est important de le peser également. Parmi les symptômes à l'admission, notre patient avait faisait de la diarrhée, il faisait de la fièvre, donc il y a une possibilité de déshydratation. Donc, c'est des choses qu'il faut surveiller. Et à côté de cela, même quand vous remplissez un patient, on se rassure qu'il pisse. On se rassure que ce qu'on lui apporte, il va émettre. Les urines, le liquide qu'on lui apporte, il va finir par émettre ces urines-là. Donc, autre effet, les effets du traitement, c'est comme on a dit tout à l'heure, la prise de poids, la fréquence cardiaque s'améliore et toujours se rassurer qu'on est en train de surcharger notre patient. Le troisième cas de figure, disons un nourrisson de 2 mois, de sexe féminin qu'on amène encore pour fièvre. Tout depuis 4 jours et diffné depuis 2 jours. Il est bien vacciné. La maman lui donne du lait maternel, du lait artificiel parce qu'elle dit que son lait est insuffisant. Lorsqu'on l'admet, il est agité, il est cyanosé, il a 39 degrés de température. Il est très tachycarde, sa fréquence cardiaque est à 156 battements par minute. Sa fréquence respiratoire également est très élevée à 80 cycles par minute. Il sature à peine à 80%, donc c'est la raison même pour laquelle il est cyanosé. Avec un poids à 4,5 kg. Il a des signes de détresse respiratoire, dont un battement des ailes du nez, un tirage intercostal, un gênement, un entonnement et un balancement thoraco-abdominal qui le met à 7 sur 10 pour son score de Silverman. Donc, c'est un patient qui a probablement, et lorsqu'on examine les poumons, on a des râles crépitants à la base gauche. Donc, notre patient a une pneumonie gauche sévère. Pourquoi? Sévère. Déjà, son âge, il n'a que 2 mois. Il a moins de 6 mois. Donc, c'est déjà ça qui le met à sévère. La désaturation qui est très importante. Donc, et les signes de lutte qui sont très importants. Dans le traitement, on l'admet bien sûr, on l'hospitalise, on libère ses voies aériennes, on lui met de l'oxygène, on lui met des antibiotiques adaptés, la triple antibiothérapie parce qu'il n'a que 2 mois. Donc, on le prend encore un peu en charge comme un nouveau-né parce que l'écologie bactérienne est sensiblement encore la même. On recommande le lait maternel, ce qui est idéal pour lui, pour sa croissance et pour éviter justement les infections pulmonaires à répétition, comme ce qu'il vient d'avoir ici. Donc, on le met sur le lait maternel par la sonde. Pourquoi? Parce que avec la détresse respiratoire, il faut limiter le risque de fausse route et on fait des apports de liquide adéquats. Chez un patient comme celui-là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir surveiller?
Au niveau des paramètres vitaux, il est hospitalisé pour une pneumonie, donc il désature. Parmi les paramètres, c'est la saturation. La saturation va nous montrer si notre traitement est efficace en fait. Parce que lui, on libère les voies aériennes, lui, on le met sous oxygène, lui, on commande des antibiotiques. Mais on s'attend à ce qu'au moins, avec les premières mesures, qu'il commence à mieux saturer. Donc, que sa saturation soit supérieure à 90%. Les autres paramètres cliniques, c'était la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température, qui vont progressivement se normaliser avec le traitement. Parfois, jusqu'au bout de 24 heures, on a une bonne amélioration. Donc, les symptômes de l'admission devraient s'être améliorés. L'agitation également. Pourquoi? Parce que certainement, le patient, avec la grosse cyanose, avec la détresse respiratoire, l'hypoperfusion peut-être cérébrale, tout cela contribue à l'agitation chez le patient, donc qui devrait s'être amélioré. Le score de Silverman devrait également s'être amélioré s'il est sous traitement. Et le poids, justement, qu'il faut évaluer chaque jour pour ajuster les doses. Parce que si vous faites des longues hospitalisations chez les patients, si vous hospitalisez un patient pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours, et que vous n'avez que le poids du début, à un moment donné, vous allez passer à côté de beaucoup de choses parce que vous ne pourrez pas adapter les doses de médicaments chez votre patient. Et peut-être que ce sera la cause de beaucoup d'échecs de traitement. Donc, la surveillance de votre patient sera en fonction de ce qu'il a amené, ce que vous avez trouvé et ce que vous êtes en train de traiter en réalité. Donc, c'est un peu ça en ce qui concerne la surveillance du patient. On va prendre un avant-dernier exemple. Le cas 4, par exemple, vous avez un nouveau-né de 5 jours que les parents amènent. Il refuse de téter depuis la naissance, mais les parents ont quand même attendu 5 jours avant de l'amener. Il refuse de téter depuis qu'il est né. Il a des antécédents de rupture prématurée des membranes de 3 jours. Il est né à 38 semaines, il a un bon poids à 3200 grammes. Son abga était à 4, 6 et 7. Sa température est à 39 lorsqu'on l'a amené. Fréquence cardiaque à 164 battements par minute. Fréquence respiratoire à 60 cycles par minute. Il saturait bien. Son périmètre crânien aussi était normal, 36 cm. Sa taille, ou du moins sa longueur, également était normale, 51 cm. Lorsque vous le recevez, quand vous l'examinez, la fontanelle antérieure est bombée. Il a une hypotonie axiale. Un patient qui a autant de facteurs de risque infectieux avec un mauvais score d'ABGA comme celui-là, a probablement, et cliniquement, quand vous l'examinez, il a des signes d'atteinte neurologique. Probablement, c'est un patient qui a une méningite néonatale. Sur une probable asphyxie périnatale. Vous l'admettez, vous le traitez pour méningite, ça veut dire que vous lui administrez, vous faites les mesures générales, vous ne donnez rien per os d'abord à cause de son asphyxie. Vous lui mettez une sonde pour l'alimenter de manière ultérieure si jamais vous vous rendez compte que l'alimentation est possible. Vous lui mettez quelque chose pour protéger son estomac, un pansement gastrique, un anti-H pour protéger son estomac. Vous faites les besoins, vous apportez les besoins liquidiens nécessaires et caloriques nécessaires de manière intraveineuse. Vous lui mettez une triple antibiothérapie. Un patient comme celui-ci, qu'est-ce qu'on va surveiller chez lui? C'est un patient septique. C'est un patient qui a une grosse infection, c'est un patient qui a une asphyxie. Donc, c'est un patient qui va très mal. Il faut suivre sa température. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ses paramètres cliniques, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la pression artérielle. On vous a dit qu'un enfant qui va mal, même s'il est petit, c'est important de suivre sa pression artérielle, même s'il a moins de 3 ans. Le temps de recoloration cutanée également, aussitôt qu'il est supérieur ou bien au moins déjà égal à 3 secondes, on s'attend à ce que notre enfant soit déjà en train d'entrer en état de choc parce que lui, il a tellement de facteurs. Donc, il peut facilement évoluer vers le choc septique. On s'attend, malgré son mauvais état, qu'il y ait une apyrexie en 48 heures ou maximum en 72 heures. Mais si en 48 heures, notre patient qui est déjà aussi septique n'évolue pas bien, on a le droit, par exemple, de changer ses antibiotiques. On a le droit de passer à la deuxième ligne. On n'a pas à attendre. Parce qu'on se dit, si un patient qu'on a trimballé comme ça, déjà, d'abord, j'ai envie de dire 3 jours avant l'accouchement à cause de la rupture prématurée des membranes, la naissance et après 5 jours de vie, on est en droit de rapidement changer de ligne pour espérer pouvoir le rattraper. Maintenant, pourquoi vous suivez sa pression artérielle? Oui, il peut faire un choc, mais aussi c'est un patient qui, avec tout ce qui se passe dans son cerveau, il peut avoir une hypoperfusion de son hypophyse et il peut faire un syndrome de sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique. Donc, il va rapidement prendre du poids, il sera tout bouffi. Donc, il est important de surveiller son poids. Son périmètre crânien, parce qu'il a une infection cérébrale. Donc, c'est un patient qui peut facilement faire une hydrocéphalie. C'est un patient qui peut faire un édème cérébral à cause de sa méningite. Donc, presque tous les paramètres, si je peux me permettre, doivent être suivis chez ce patient.
Les signes et symptômes qu'on a eu à l'admission, le refus de s'alimenter, l'hypotonie, les convulsions, tout ça, c'est des éléments qu'il faut surveiller chez votre patient. Espérez donc qu'il s'améliore. Le dernier cas clinique, c'est le cas d'un nourrisson de 7 mois qui est transféré du service de vaccination pour mauvaise prise pondérale, disons. Il vient en vaccination pour le 4e contact parce qu'à 4 mois et demi, il a manqué le vaccin. Donc, il y a des choses qu'on aurait pu voir qu'on n'a pas vues. Il est né avec 3,5 kg. La grossesse a été suffisamment suivie. La période périnatale était normale. Son poids est de 5 kg, sa taille 68 cm, son périmètre brachial 10 cm, sa température 38 degrés, sa fréquence cardiaque 110, sa fréquence respiratoire 52 cycles par minute. On n'a pas pu avoir sa saturation. Il a un discret battement des ailes du nez. Donc, avec ces paramètres anthropométriques-là, lorsqu'on évalue notre patient, on se dit qu'il a une pneumonie sur un terrain de malnutrition aiguë sévère parce que son poids pour taille est inférieur à moins 3 Z-score. Okay. Et son périmètre brachial, il a déjà plus de 6 mois. Dans un périmètre brachial de 10 cm, oui, on peut prendre. Un périmètre brachial, on peut prendre à plus de 6 mois. Donc, son périmètre brachial étant à 10 cm, oui, on peut déjà poser le diagnostic de malnutrition aiguë sévère chez notre patient. Donc, on l'hospitalise, on fait une prise en charge adéquate, on lui met des antibiotiques, on fait une réhabilitation nutritionnelle, on le stabilise. Chez un patient comme celui-ci, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Ses paramètres vitaux, bien sûr. Il a une pneumonie, donc il faut s'intéresser à son système respiratoire. Comment va varier sa fréquence respiratoire? Comment va varier sa saturation? Il a un problème infectieux. On s'attend à ce que la température s'améliore au bout de 48 heures de traitement. Les autres paramètres, les paramètres anthropométriques, parce qu'il a un problème nutritionnel. Donc, lorsqu'on l'admet, on fait la première phase de traitement, mais il faut savoir qu'on ne s'attend pas à ce qu'il prenne du poids lors de la première phase. Parce que le F75, en réalité, c'est juste le temps que notre patient soit sorti de la zone de danger, en réalité. Il a beaucoup de complications, donc on le sort de la zone de danger, on l'administre du F75 juste pour lui apporter le strict minimum pour son métabolisme de base. Et après la prise pondérale, on l'attend lorsqu'on va passer à la deuxième phase. Le paramètre nous a permis de poser le diagnostic. On va l'évaluer chaque semaine, le périmètre brachial, parce qu'on s'attend à ce qu'il s'améliore progressivement. La taille, il faut la mesurer pas chaque jour. On ne grandit pas en un jour. Au bout de 21 jours, vous allez mesurer la taille de votre patient chaque 21 jours. Donc, c'est un suivi qui va se faire pendant longtemps, parce que le patient malnutri, on le prend en charge pendant longtemps. À l'admission, on avait une détresse respiratoire, donc on s'attend à ce que la détresse respiratoire ait disparu, pardon. Et les effets du traitement, c'est quoi? C'est la disparition de son infection respiratoire, mais c'est surtout une amélioration sur le plan nutritionnel. Donc, il va prendre du poids, il aura même cliniquement un meilleur aspect. Donc, s'il faut dire quelque chose, donc, en ce qui concerne la surveillance de notre patient hospitalisé, c'est quoi? C'est que la surveillance clinique, elle doit faire partie intégrante du traitement. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, elle peut permettre même de réviser le diagnostic très rapidement. Donc, il est important de surveiller le patient. Parce que sans une évaluation assez méthodique du traitement qu'on a planifié, la prise en charge est sous-optimale et le risque d'échec est majoré. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à vous dire ce soir en ce qui concerne la surveillance de l'enfant hospitalisé. Donc, voilà quelques références. Merci pour votre attention. Donc, je suppose que là, maintenant, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Oui, merci, docteur Sandrine, pour ta présentation. C'est effectivement la phase des questions et des réponses. Donc, après avoir suivi justement cette présentation, on va demander à tous ceux qui ont des questions de les poser de deux manières. Soit vous écrivez dans la discussion, soit alors vous levez la main et vous posez la question directement de façon orale. Merci encore Sandrine pour ta très belle présentation. Donc les questions sont attendues. Mais après, je tiens à dire qu'on aura deux petites
questions pour l'assistance, pour se rassurer qu'ils ont compris effectivement ce qu'on a dit. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des incompréhensions, des éclaircissements à faire ou bien ça va pour tout le monde? D'accord, il y a des questions dans la discussion. Ah non, c'est juste pour dire merci. Merci docteur, merci infiniment. Merci pour votre présentation. Docteur Sandrine, il y a une question. Donc, on demande comment quantifier la diurèse chez la jeune fille. Allô? Oui, donc vous êtes écouté. Oui, vous êtes écouté, docteur. Ok. Donc, c'est vrai que j'avais vu une autre question avant, mais en ce qui concerne la jeune fille, c'est vrai c'est un peu plus difficile que chez le garçon. Mais de toutes les façons, si la fille est consciente, si elle est grande, si elle est coopérante, elle peut faire pipi juste dans un pot et on recueille ses urines. Maintenant, si elle n'est pas consciente ou bien si elle est très petite, oui, là, on va utiliser une sonde urinaire. C'est vrai qu'on ne veut pas trop quelque chose qui est source d'infection en introduisant un corps étranger, oui. Mais si on n'a pas la possibilité, on peut utiliser une sonde urinaire qu'on va adapter à une poche à urine et on va collecter les urines. Maintenant, il y a des autres techniques qu'on fait souvent de manière, sur le plan pratique. On peut avoir un nourrisson qui a la couche, justement. On pèse la couche, c'est-à-dire on pèse la couche sèche et on pèse la couche humide. Mais là, il faut avoir une balance très sensible. Donc, on pèse la couche sèche et aussitôt que l'enfant a émis les urines, on va peser la couche, on va faire la différence, on va convertir pour avoir la quantité. Et également, parfois, chez les tout petits, là, on peut être amené à utiliser du coton qu'on va mettre au niveau de son sexe. Et là, il faut surveiller très fréquemment parce que s'il émet les urines et on ne vient pas à temps, bon, oui, les urines, ça va s'évaporer et ça va se mélanger même aussi avec les sels, c'est possible. Donc, en pratique, si elle est consciente, on recueille. Si elle n'est pas consciente, on peut utiliser une sonde urinaire. Maintenant, d'autres méthodes comme les cotons, le fait de peser la couche, c'est aussi des choses qu'on peut faire. D'accord, j'espère qu'on a répondu à la question de notre jeune confrère. Et puis, il y avait effectivement une autre question en bas, avant dans la discussion. C'était de savoir, c'était MGDDX qui demande comment quantifie-t-on la durée chez les nouveau-nés par cathétérisme et où fait-on les gaz du sang au Cameroun? Bon, maintenant, en ce qui concerne la durée chez les nouveau-nés, par cathétérisme, oui, c'est possible. Mais en réalité, on préfère éviter tout ce qui est invasif. Ça veut dire qu'ils sont petits et les méthodes dont je viens de vous parler là sont applicables. Si c'est un petit garçon, on peut adapter un peu de coton au niveau de son sexe avec un petit gant. Si c'est une fille également, on peut faire ce que je viens de dire là avec du coton. On peut pas cathétérisme, mais on préfère ne pas parce qu'il y a beaucoup de risques d'infection chez eux. Maintenant, où est-ce qu'on fait les gaz du sang au Cameroun? Peut-être, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'on en fait. Je ne sais pas exactement. Peut-être on va avoir, si on a des informations, on va vous communiquer par rapport à cela. Mais je ne sais pas exactement. D'accord. Merci pour la réponse. Donc, on va passer la parole à Gaël Ngaouma. Oui, Gaël, bonsoir. Tu te présentes rapidement et puis tu poses ta question, s'il te plaît. Bonsoir, je m'appelle Gaël. Bonsoir. Vous m'écoutez? Oui, très bien. Oui. D'accord, bonsoir, je m'appelle Gaël. Et ma question, c'était concernant les éléments de surveillance. Je ne sais pas si c'est parce que je suis arrivé en retard, mais je n'ai pas entendu parler de la surveillance des résidus gastriques chez le nouveau-né, par exemple. J'aimerais savoir si c'est un élément de surveillance clinique et quel est son intérêt, s'il vous plaît. Quel est son intérêt? Ok, oui, votre question, elle est fondée. Oui. Oui, vous avez dit les résidus gastriques. Là, on est vraiment en train de s'intéresser au nouveau-né, mais de toutes les façons, même chez les plus grands, on peut le faire. La surveillance des résidus gastriques a sa place. Parce que si je prends un exemple d'un cas pratique, pour l'un des cas qui a été présenté, par exemple, si on a un patient qui a une asphyxie, si on a un patient, par exemple, qui a une asphyxie, il aura une souffrance de beaucoup de ses organes, parmi lesquels le tube digestif.
Ça veut dire que c'est un patient qu'on ne peut pas d'emblée alimenter sans se rassurer qu'il ne saigne pas dans l'estomac. Et même quand on va commencer son alimentation, elle doit être progressive. On va se rassurer qu'il digère ce qu'on lui administre avant de lui administrer de grandes quantités. Donc oui, la surveillance des résidus gastriques peut se faire et doit se faire même si on est devant un nouveau-né qui est dans un certain état ou même une grande personne. Oui, ça peut se faire, ça doit se faire. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. D'accord. On va passer la parole à Galaxy J4 Corps. Tu te présentes rapidement. Et je n'ai pas demandé, notre ami de tout à l'heure, il est dans quel pays, je veux dire? Au Cameroun, ou bien il a un accent Gaël. plutôt? Gaël. Pardon? Gaël, je suis de l'Université des sciences de la santé du Gabon. D'accord, d'accord. Bonsoir Gaël depuis le Gabon. Donc, Galaxy J4 Corps. Étudiant. Rapidement aussi, tu dis d'où tu nous appelles et puis tu peux donc prendre une question dans la discussion. Madjé demande, merci, pendant combien de temps peut-on laisser la sonde urinaire en place chez les enfants, je suppose? Allô? Oui, en ce qui concerne la sonde urinaire, ça dépend de la raison déjà pour laquelle on l'a placée. Ça dépend vraiment de la raison. Et il y a une surveillance qui va se faire aussi de manière locale et en réalité. Parce que si vous placez une sonde et que vous vous rendez compte qu'il y a du pus qui revient au bout de 3, je ne sais pas, ou bien au bout de 5-6 jours, il faut l'enlever en réalité. Donc la sonde n'est pas amenée à durer en place. Ce n'est pas qu'il y a un temps en réalité, mais il y a un temps aussi qu'il ne faut pas dépasser. Vous ne pouvez pas garder une sonde urinaire en place pendant 7 jours, ou bien plus de 7 jours, plus de 10 jours par exemple. Donc tout dépend de la raison pour laquelle on a placé la sonde. Maintenant, si par exemple on est chez un patient qui a une malformation des voies urinaires, c'est une sonde qu'on va garder en place pendant longtemps, mais on va peut-être souvent la changer, mais le patient va rester avec une sonde en place pendant longtemps. D'accord. J'espère que Madja a trouvé réponse à sa question. Donc, il y a une autre question. Bonsoir, merci pour la présentation. S'il vous plaît, si nous avons un enfant qui est pris en charge pour processus expansif, je suppose intracrânien, qui arrive avec un développement psychomoteur anormal pour l'âge, quels sont les paramètres à surveiller chez lui s'il est hospitalisé? Ok, donc c'est une bonne question, mais un peu incomplète. Parce que oui, si on a un processus expansif intracrânien dans la tête, que ce soit une tumeur, que ce soit un abcès, tout dépend de l'âge. D'abord, si notre patient a encore 1 an ou 8 mois, il faut se rassurer que sa tête ne grossit pas anormalement en fait. Donc, il faut surveiller son périmètre crânien d'abord. Si les fontanelles sont encore ouvertes, il faut surveiller son périmètre crânien. Si les fontanelles il faut surveiller la disjonction des fontanelles en fait. Si elles vont plus s'ouvrir, les sutures, pardon, si elles vont plus s'ouvrir, sa fontanelle en elle-même, est-ce qu'elle sera bombée? Maintenant, la surveillance sera la surveillance du patient hospitalisé. Ce sera la surveillance de tous ces paramètres, mais de son état neurologique qui sera fonction vraiment de la pathologie en réalité. Donc, si votre patient a déjà une fontanelle fermée et qu'il a un processus expansif intracrânien, le risque d'engagement est plus élevé en réalité. Donc, c'est un patient chez qui il faut surveiller non seulement la pression artérielle, mais également l'aspect des pupilles. D'accord. Donc, je ne sais pas si je peux apporter une petite contribution. En cas de PEIC, effectivement, qu'on soit chez l'enfant ou chez l'adulte, il faut qu'on se rappelle qu'avec l'élévation de la pression intracrânienne, il y a un risque d'engagement, comme elle a dit. Et les signes d'alerte, pour citer quelques-uns, si vous avez un processus expansif intracrânien qui est supratentoriel, l'engagement qui pourra engager le pronostic vital à court terme, c'est l'engagement temporal, c'est-à-dire le locus temporal qui va faire une hernie dans la fente du Bichat et comprimer le mésencéphale. À ce moment-là, c'est l'altération de la conscience qui est l'élément justement qui doit vous alerter, je veux dire.
Donc, si c'est un processus expansif qui est dans la fosse postérieure, c'est l'engagement amygdalien en fait qu'il faut craindre. C'est les patients généralement qui ont une conscience conservée parce qu'à ce niveau-là, le système réticulaire activateur ascendant n'est plus responsable de la conscience. Donc, avec l'engagement amygdalien, on aura une compression au niveau des nerfs mixtes, c'est-à-dire le 11, le 12. Donc, c'est un malade qui va ressentir initialement des cervicalgies. C'est-à-dire qu'avec un PEIC de la fosse postérieure, s'il se plaint de cervicalgie, ça doit vous alerter déjà, parce que c'est des patients qui parfois décèdent en discutant, en parlant. Donc, en dehors de ça, maintenant, il y aura les signes d'HTIC que vous pourriez mettre en évidence avec le regard en coucher de soleil, avec la macrocranie, comme elle a mentionné précédemment. Et sinon, voilà ce qu'il faut rechercher. Dès que l'enfant se plaint de cervicalgie, dès qu'il a une altération de la conscience, on est en supratentoriel, ça doit vous alerter déjà et demander à ce qu'on fasse une prise en charge le plus rapidement possible. OK. Donc, Galaxy J4 Core, est-ce qu'il nous est revenu? OK. Oui. D'accord. Tu as la parole. Oui. Je te présente. Merci pour la présentation. Oui, merci beaucoup pour la question, docteur. Et ma première question, c'est... Bon, d'abord, c'est Samoura Daoud Abdel Nassel de Conakry, en Guinée. Et j'aimerais savoir la différence entre la tension et le percentile, parce que dans la courbe que vous avez montrée dans la présentation, très bien, comment percentile? Je n'entends pas, je ne vous entends pas très bien. En fait, sa question là, c'est de savoir la différence entre la tension et le percentile. Entre là? La tension et le percentile. Bonsoir. La tension et le percentile. OK. Donc, peut-être, je vais juste réexpliquer ce que je disais. C'est que la pression artérielle chez l'enfant n'est pas comme chez l'adulte. Elle varie beaucoup, déjà en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction du sexe de l'enfant. En fonction du sexe de l'enfant, si c'est une fille, si c'est un garçon, et en fonction de la taille de l'enfant. Donc, ce que je disais, c'est que lorsque vous recevez un patient chez qui vous prenez la pression artérielle, lorsque vous prenez sa pression artérielle, avant d'avoir pris sa pression artérielle, même, je suppose que parmi ces paramètres, vous avez pris sa taille. Donc, vous allez sur la courbe de la taille pour l'âge, pour le classer en réalité, pour dire votre enfant, en termes de taille pour âge, est peut-être au 50e percentile ou au 70e percentile. Donc, lorsque vous avez classé votre enfant, vous avez des grilles, des grilles de prise de pression artérielle, en fait. Donc, vous avez des tableaux qui associent l'âge de l'enfant, le sexe de l'enfant et les pressions artérielles allant du 5e percentile à plus du 90e percentile. Donc, lorsque vous avez sur votre grille de taille pour âge identifié où se trouve l'enfant, s'il est au 50e percentile en ce qui concerne la taille, vous revenez au niveau de la grille. Lorsque vous revenez au niveau de la grille, maintenant, vous projetez en fonction de cet intervalle-là. Peut-être je peux remettre la présentation. Je vais essayer de mettre... J'espère qu'on a répondu. Je ne sais pas si la personne est satisfaite, sinon je peux remettre la présentation à ce niveau-là. Oui, je suis satisfait. Je suis satisfait. Ah, d'accord. Pour mieux comprendre. Bonsoir à tout le monde. D'accord, bonsoir. Je suis Tommy Foucault, étudiant en médecine au Bénin. Mais vous pouvez toujours revenir sur la présentation. D'accord, ok. Ok. Donc, c'est ce que je suis en train de chercher, mais je vous écoute. Hein. Ok. En fait, je disais, je suis Tommy Foucault, étudiant en médecine au Bénin. C'est bon? Oui. En fait, j'avais une question. Est-ce qu'il est possible d'avoir un enfant avec un poids normal? Excusez-moi un peu, je vous entends pas. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Je dis, est-ce qu'il est possible d'avoir un enfant de taille normale et de poids normal avec un
périmètre brachial anormal. Oui. Du genre, dans les paramètres de l'enfant, on constate qu'en fonction de son âge, il a un poids normal, une taille normale. Et lorsque on amène un enfant, par exemple, je ne sais pas, pour un truc là, comment dirais-je? Enfin, le nom ne me revient pas. Un syndrome nutritionnel, en fait. Si on amène un enfant pour un syndrome nutritionnel, disons potentiel, et qu'on constate qu'il a une taille normale, un poids normal, et est-ce qu'il est possible qu'il n'ait pas un périmètre brachial anormal? En fait, je n'arrive pas à bien cerner votre question en réalité. Donc, il a un bon poids, il a une bonne taille, mais Ouais. il a un périmètre Oui. brachial qui est anormal. Ah bon. Oui. D'accord, ok, je comprends. En médecine, déjà, tout est possible. Oui, c'est possible d'avoir un patient comme celui-là. Maintenant, tout dépend des cas de figure. Parce que vous pouvez avoir un patient qui a un bon poids, par exemple, oui. Il a un bon poids, il grandit bien. Mais au niveau de... Je pense que le périmètre brachial représente ce qu'on appelle la masse maigre. Parce que le poids, c'est la masse grasse et la masse maigre. C'est les deux associés. C'est la raison pour laquelle certains préfèrent utiliser même le poids pour taille pour évaluer l'état nutritionnel en phase aiguë. Mais le périmètre brachial, lui, étant seulement la masse maigre, peut rapidement varier. Ça veut dire que si vous avez un patient qui a une fonte musculaire importante, ou du moins qui a un début de fonte musculaire, son périmètre brachial va d'abord varier. Vous comprenez? Donc, c'est possible que votre patient ait un périmètre brachial anormal et un bon état nutritionnel, ou du moins un poids normal et une taille normale. C'est au début. D'accord, merci. Parce que c'est un patient qui est sur une courbe descendante, qui va progressivement diminuer son poids et au long terme, la taille également va être touchée. Donc oui, au début, c'est possible. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Je pense qu'on peut continuer, n'est-ce pas, docteur Sandrine? Ou bien... Oui, bien sûr. D'accord. Pour me présenter, je viens de voir dans les conversations. Moi, j'ai dit, je suis Tommy Fokwa, Camerounais, étudiant en médecine au Bénin. Ah, d'accord. Merci, Foucault. Donc, on va continuer avec dans la discussion. Il y a des questions. Oui, Rodrigue Mananga. Merci, docteur, pour la présentation. J'aimerais savoir pourquoi chez le nourrisson de 2 mois qui avait la pneumonie grave, on initie une trithérapie de néonat. Ok, d'accord. Ok, donc chez un nourrisson qui a moins de 3 mois est en pratique un peu considéré comme un nouveau-né. Parce que oui, le nouveau-né va de 0 à 28 jours, du premier jour de vie au 28e jour de vie. Mais il faut savoir que c'est des petits nourrissons qui partagent un peu la même écologie bactérienne. Donc, on s'est rendu compte que les gènes qui infectent les nouveau-nés sont sensiblement les mêmes qui infectent les nourrissons de moins de 3 mois. C'est la raison pour laquelle quand on a un nourrisson de moins de 3 mois, lorsqu'on a une infection chez lui, on le prend en charge avec une antibiothérapie adaptée au nouveau-né parce qu'on s'attend à ce que si on fait des cultures, ce soit les mêmes gènes en réalité. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Docteur Nguena, depuis la Côte d'Ivoire, il fait une contribution. Il dit que les gaz de sang se font à Pasteur et aussi au centre ORCA pour la prise en charge de Covid. Merci, docteur Nguena, notre dermatologue depuis la Côte d'Ivoire. Donc, Kambou demande, s'il vous plaît, docteur, y a-t-il une formule pour calculer le numéro de la sonde urinaire en fonction de l'âge chez l'enfant? Non, il n'y a pas de numéro pour calculer la sonde urinaire. C'est des grilles en fait, c'est aussi des tableaux. Vous pouvez savoir que bon, pour un enfant de tel à tel âge, on peut utiliser telle sonde, tel numéro de sonde. Donc, c'est en fonction de l'enfant qu'on a devant nous. Mais il n'y a pas une formule pour calculer. D'accord. Est-ce que Steve Guédia est là? On peut lui passer la parole. Oui, merci. D'accord, Steve, tu as la parole. Oui, merci, bonsoir à tous. Je suis Steve Guédia, médecin généraliste au CH de Libreville au Gabon.
Merci encore, docteur Sandrine, pour votre présentation. Ma question, je ne sais pas, c'est vrai que je suis aussi arrivé un peu tardivement après le début de la présentation. Je ne sais pas si cet aspect a été abordé dans les rappels. En fait, ma question porte sur les apports hydriques chez les enfants, donc excluant le nouveau-né, l'enfant de plus de 28 jours. J'ai constaté plusieurs fois, même étant aux urgences avec les enfants qu'on reçoit, systématiquement, parfois, beaucoup de mes confrères mettent toujours, on va dire quoi, 250 cc d'apport par voie parentérale 3 fois par jour, en adaptant tout simplement les apports électrolytiques. Donc, bon, j'ai l'habitude d'utiliser les résultats publiés d'une recherche par Holiday et collaborateurs pour les apports hydriques en fonction du poids. Je prends un exemple notamment tiré des résultats de cette recherche-là. Pour un enfant dont le poids se situe entre 3,5 et 10 kg, on apporte systématiquement 100 millilitres par kilo par 24 heures. Pour celui qui est situé entre 11 et 20 kg, c'est 1000 cc plus 50 millilitres par kilo supplémentaire au-delà de 10 kg. Donc, en fait, ma question est donc de savoir, est-ce qu'il existe, on va dire, une autre règle? Si oui, laquelle? Est-ce qu'également, ma deuxième question, est-ce qu'également, les résultats donc, ici de cette étude-là sont toujours applicables? Bon, je pourrais mettre le lien de cet article dans la partie chat. Merci, docteur. D'accord, ok. Ok, donc oui, en ce qui concerne la formule de Holiday-Segar, c'est ce que vous avez dit, hein. Les 10 premiers kilos, oui, on est à 100 cc kilos, donc en moyenne, c'est 1000 cc. Et les 10 suivants, c'est moitié, donc 50 cc kilos. Et après, c'est 20 cc kilos. Après 20 kilos, donc c'est 20 cc kilos. Ça, c'est une formule qui reste applicable. Maintenant, on a d'autres formules, dépendamment du patient qui est devant nous. On peut faire une normohydratation, c'est-à-dire on utilise la surface corporelle du patient. Ça peut varier entre 1,5 et 2 litres par mètre carré de surface corporelle qu'on va administrer au patient chaque jour. Donc, soit c'est l'un ou l'autre. Maintenant, la manière d'administrer également dépend de notre patient. Il faut savoir que plus ils sont jeunes, moins on préfère administrer beaucoup de quantité par voie intraveineuse. Donc, tout dépend du patient qui est devant nous. Si il peut boire une quantité par voie orale, oui, on administre la majorité par voie orale et le reste par voie IV. Mais il faut savoir que le maximum qui est administré par voie IV, c'est 150 cc kilo. Je ne sais pas si vous voyez. Ok, merci beaucoup, docteur. Font ça 3 fois, ils seront me poser 250 cc 3 fois. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça se fait. Ce n'est pas une formule qui est reconnue quelque part. Je ne sais vraiment pas pourquoi ça se fait. Mais sinon, c'est comme je vous ai dit là. Oui, Holiday-Segar. Oui, la formule avec la surface corporelle et une partie POS, une partie IV. Et le maximum IV, c'est 150 cc kilos par jour. D'accord. Est-ce que Steve a trouvé satisfaction concernant ces questions? Oui, très bien, merci. D'accord. Merci pour ta participation, Steve. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Les questions orales, je n'en vois plus. Dans la discussion, il y a Madji qui demande, vu que la malnutrition est due soit à un défaut ou à un excès de nutriments, en cas d'excès, obésité, quelle valeur du périmètre brachial doit nous inquiéter? En gros, comment est-ce qu'on diagnostique l'obésité chez les enfants? Ou alors c'est à partir du périmètre brachial ou avec d'autres paramètres? C'est une bonne question. Maintenant, le périmètre brachial n'a rien à voir en réalité avec l'obésité. Le périmètre brachial a été confectionné juste pour la malnutrition, du moins la sous-nutrition, parce que oui, c'est sous-nutrition et excès. Maintenant, c'est juste pour la sous-nutrition que le périmètre brachial a été conçu.
Et justement, comme je vous ai dit lors de la présentation, on préfère utiliser l'indice de masse corporelle pour l'âge. Et ça peut être fait justement déjà à partir de 2 ans parce qu'on s'est rendu compte que de plus en plus les enfants sont obèses. On a tendance à sous-estimer cette obésité parce qu'on ne considère pas son indice de masse corporelle pour son âge. Donc, obésité et périmètre brachial, non. On ne diagnostique pas l'obésité comme ça. On a un enfant devant nous, il a une symptomatologie particulière et lorsqu'on projette ses paramètres anthropométriques, on prend son indice de masse corporelle sur son âge qui est supérieur à une certaine valeur. À 2 Z-score, oui, il est en surpoids et à 3 Z-score, il est déjà obèse. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, dans la discussion, je n'en vois plus. D'accord. Et les mains levées, je vois plus de... Excusez-moi. Il n'y a pas une question vraiment. C'est une fois. Je voudrais savoir, est-ce qu'on pourrait avoir ce document-là dans le groupe WhatsApp en PDF, s'il vous plaît? Question de consulter parce que moi, je n'étais pas là depuis le début et il y a des trucs que j'ai dû montrer depuis la page 18 puis c'est 17, je crois. S'il vous plaît. Est-ce que c'est possible d'avoir le document? Je ne t'entends pas bien. Est-ce que c'est possible d'avoir le document qui est présent dans le groupe WhatsApp de Medical Mix, s'il vous plaît? En fait, je n'ai pas été présent depuis la page 1 jusqu'à la page 18. Et je suis arrivé à la page 19. Donc, tout ce qui s'est fait depuis le début, je n'ai pas été mis au courant du moins. D'accord, vous pouvez télécharger la vidéo de la séance sur la page YouTube de Médicalement. D'accord, donc on va regarder rapidement ces 2 questions qu'on a comptées pour vous. Quels sont les paramètres obligatoires dans le suivi d'un enfant traité pour méningite? Apparemment, la grande majorité pense que c'est le périmètre crânien et une seule personne pense que c'est la diurèse. Qu'en pensent les pédiatres? Docteur Sandrine? Oui, j'espère que vous m'entendez. On t'entend. Bon, déjà, on a dit quels sont les paramètres. C'est toujours bien de lire l'énoncé, de bien lire l'énoncé, parce que quels sont les paramètres obligatoires, ça sous-entend qu'il y a possibilité d'avoir plusieurs réponses. Donc, pour un patient traité pour méningite, si on commence par la taille, est-ce que c'est obligatoire? Non. Le poids, oui. Ah, vous ne pouviez en choisir qu'un seul. Ok, d'accord. Donc, le poids est obligatoire. Oui, on vous a dit que lorsqu'on a un patient qui a une méningite, on peut avoir ce qu'on appelle une sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique. Donc, à cause de tous ces troubles qui se retrouvent au niveau cérébral, l'organisme a la post-hypophyse va sécréter la vasopressine. Et la vasopressine va favoriser une rétention hydrosodée. Donc, oui, vous devez surveiller, une rétention hydrique. Donc, vous devez surveiller le poids de votre patient. Et si vous suivez son poids, je n'ai plus l'image devant moi. Donc, je crois que c'était le poids, le poids du reste. Donc, si vous suivez le poids de ce patient parce qu'il a une rétention hydrique, vous devez également surveiller la diurèse. Et maintenant, avec tous ces mécanismes inflammatoires qui vont se produire au niveau du système nerveux central, oui, également, vous devez surveiller le périmètre crânien de votre enfant. Donc, le poids est obligatoire, la taille est obligatoire, le périmètre crânien, pardon, est obligatoire et la diurèse également. D'accord. On va passer à la question suivante. Quels paramètres doit-on surveiller chez un enfant traité pour choc hypovolémique? Il y a une très grande diurèse. S'il y en a qui pensent qu'on doit cocher plusieurs, ils peuvent compléter dans la discussion. La diurèse à 13, le poids à 3. Ok.
pareil, encore, comme ce que je disais tout à l'heure, quels paramètres. Donc, oui, il y a possibilité de choisir 2, mais j'ai compris que vous ne pouvez choisir qu'un seul. Maintenant, un choc, il faut savoir juste qu'un choc hypovolémique, c'est un patient qui est en état de choc, mais dû à une perte liquidienne. Donc, il a tellement perdu de liquide qu'il se retrouve en état de choc. Et s'il y a un choc hypovolémique, ça veut dire que la perfusion des organes périphériques va en souffrir, notamment le rein. Le rein, on pourra avoir une hypoperfusion au niveau rénal. Donc, oui, il faut surveiller la diurèse d'un patient qui est en état de choc hypovolémique. Mais également, il faut surveiller le poids parce qu'à la base, le choc est dû à une perte liquidienne. Donc, que ce soit les urines, que ce soit de la diarrhée, que ce soit des vomissements, il faut surveiller son poids parce que certainement, il va perdre du poids. Et si on a le traité pour ce choc-là, justement, il est censé prendre poids. Il est censé, sa fonction rénale est censée être préservée, donc, ou du moins censée s'améliorer. Donc, il faut évaluer sa diurèse et son poids. C'est ce qui est important à surveiller chez ce patient. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va revenir à notre présentation. Donc, voilà les questions qu'on avait concoctées. Ton point de vue, Sandrine, tu penses qu'ils ont intégré quand même, ils ont compris, ça va? Oui, je pense quand même. Je pense qu'ils ont assez compris ce qui a été dit et j'en suis fière. J'en suis fière. Donc, l'idéal, c'était de comprendre un peu la logique où on s'en va. Et si beaucoup comprennent, parce que j'ai constaté avec les réponses qui sont majoritairement bonnes que beaucoup ont compris. Donc, oui, moi, ça me va. Hein. D'accord, d'accord, c'est magnifique. Donc, médicalement, il accorde beaucoup d'intérêt à cette notion de compréhension là, parce que c'est une association formative. Les informations, vous les recevez. Tout ce que nous souhaitons, c'est que vous les utilisez à bon escient. Donc, c'était la première séance aujourd'hui en pédiatrie sur les surveillances cliniques d'un enfant hospitalisé. On a beaucoup échangé. C'était vraiment intéressant, je pense. Et je crois que c'est une bonne opportunité pour partager avec ceux qui sont là le programme du mois de décembre, parce qu'on commence avec la pédiatrie aujourd'hui. Mais on a d'autres cours ou bien d'autres séances de travail qui sont programmées tout au long du mois. Donc, très rapidement, je vais regarder dans un groupe, celui-ci peut-être, pour Landry, un responsable de la communication du Medical Mind a partagé le programme du mois de décembre. Donc, restez connectés sur Medical Mind. Pendant tout le mois et même toute l'année, disons comme ça, on a des séances de travail de ce genre online. Donc, passez l'information, communiquez, faites-en profiter vos camarades parce que nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que la majorité des personnes profitent de ce que nous faisons. Donc, la prochaine séance, ce sera toujours en pédiatrie, c'est le 12 décembre. L'attitude devant la fièvre chez l'enfant. Donc, la cible, c'est la même. Deuxième cycle d'études médicales, les médecins généralistes et même les résidents juniors de pédiatrie. Ce sera présenté par le docteur Nguimea sous la supervision du docteur Minka, qui est l'actrice dans l'ombre du département de pédiatrie. Donc, c'est en ligne, comme cette séance-ci, et c'est le 12 décembre. Donc, on vous donne rendez-vous pour le 12 décembre pour discuter sur l'attitude devant la fièvre chez l'enfant. En attendant, si vous avez des questions, des préoccupations, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à nous la partager dans les différents groupes du Medical Mind. Nous espérons que vous êtes dans au moins un de ces groupes pour pouvoir avoir accès aux informations le plus tôt possible. Comme j'ai dit à notre ami Tommy, les disponibles sur la page YouTube du Medical Mind. Donc, vous pouvez toujours aller les télécharger, les réécouter, pratiquer les cas cliniques et même les partager avec vos camarades. Parce que cette présentation, si elle est faite, je crois que la prochaine fois qu'on la fera, ce sera dans longtemps encore. Donc, une fois que la vidéo sera disponible, intégrez-la, regardez dans vos ordinateurs et le jour où vous êtes devant un cas, allez dans la partie qui vous intéresse et puis reprenez l'information. Donc, voilà, je crois que c'est fini pour aujourd'hui. On peut s'arrêter là. Hein, docteur Sandrine Sofier, tu as des trucs à ajouter avant qu'on termine? Ah oui, ok, merci à tous pour l'écoute, merci pour votre attention et à très bientôt, j'espère. Merci vraiment, merci docteur Sandrine d'avoir pris de ton temps pour pouvoir échanger avec nos jeunes confrères. Merci docteur Minka pour les efforts également consentis et merci à tous ceux qui sont venus.
Merci à vous tous. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous demander d'être des médecins excellents et inspirants. Telle est notre devise. Bonne soirée à tous.